Il est 5h34 du matin à Strongsville, Ohio. À cette heure-là, la ville dort encore, quand une Toyota Camry 2018 apparaît sur une caméra de surveillance. Elle tourne lentement depuis Pearl Road vers Progress Drive, un virage propre et contrôlé. La rue s'enfonce dans une zone industrielle, pas de commerce, pas de riverains, pas de circulation à cette heure-là, un cul-de-sac bordé d'entrepôts et de murs en briques. La caméra suivante capte la voiture 60 secondes plus tard. Elle ne ralentit pas. À 160 km/h, la Camry traverse le carrefour hanté au bout de Progress Drive sans même effleurer les freins. Elle percute le point du bâtiment Piltco, un mur de briques industrielles du côté passager. L'impact est si violent que la voiture est littéralement coupée en deux. Les premiers secours arrivent 45 minutes plus tard. À leur arrivée, ils trouvent deux corps. Dominique Rousseau, 20 ans, côté passager, Davion Flanagan, 19 ans, à l'arrière. Tous les deux morts sur le coup. Les policiers présents diront plus tard que c'est le pire accident qu'ils aient jamais vu de leur carrière. La conductrice, elle, est toujours vivante, inconsciente, coincée dans l'épave, un pied encore enfoncé sur la pédale d'accélérateur. Elle s'appelle Mackenzie Shirilla, elle a 17 ans. Elle sera héliportée à l'hôpital et pendant plusieurs semaines, tout le monde appellera ça un accident. Sauf que c'en était pas un. Coucou tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit trigger warning quant aux sujets qui vont être abordés. Je vais parler de relations abusives, de dynamiques toxiques, de violences verbales et émotionnelles, d'idéation suicidaire, d'automutilation, de racisme, de grossophobie, d'homophobie ou encore d'addiction. Et bien sûr, de mort violente. Si vous pensez que l'un de ces sujets peut vous heurter, je vous conseille de probablement pas regarder cette vidéo. Je vais essayer de rester soft dans la manière dont je vais parler des choses. Malgré tout, voilà, je préférais vous prévenir pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Le plus important, c'est évidemment de prendre soin de vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement regardé le documentaire Crash sur Netflix. Ce documentaire a fait des choix narratifs et éditoriaux, mais il y a aussi une autre version de l'histoire dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Cette vidéo s'inscrit vraiment dans la suite du documentaire. Elle n'est pas du tout faite pour remplacer ce documentaire, ni pour le contredire. Je tiens à dire que je remets en compte la culpabilité de Mackenzie à 0 moment. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que elle est coupable. De toute façon, la justice américaine a tranché. Donc, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, ça va plus être de parler des profils, des relations qu'il y avait entre Mackenzie et Dominique. Parce que cette histoire est bien évidemment bien plus compliquée que 2 victimes et une coupable. Et la vérité que j'ai trouvée est bien plus compliquée que ça. Je sais pas vraiment s'il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites sur le sujet en France. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai encore vu personne parler des 30 000 messages entre Mackenzie et Dominique qui ont précédé l'accident. Puisqu'aux États-Unis, ces informations-là sont rendues publiques. J'ai pu scruter des milliers de pages et j'en ai ressorti des messages qui sont très importants afin de comprendre vraiment ce qui se passait entre Dominique et Mackenzie. J'ai passé des heures à les lire et je vais bien évidemment vous retranscrire en français le contenu de ces messages. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like si vous voulez me soutenir. Je vous embête pas plus et on passe à la vidéo tout de suite. Davion Flanagan est né en mars 2003. À 8 ans, lui et ses deux sœurs Davin et Dahlia sont adoptés par James et Scott Flanagan après que leurs parents biologiques, aux prises avec des problèmes de dépendance, n'aient pas pu s'en occuper. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de drôle et d'une gentillesse naturelle avec un sourire contagieux. Un gars rayonnant qui illuminait les pièces dès qu'il les traversait. Passionné de football américain, il était titulaire au poste de running back dans l'équipe du lycée de Strongsville. De sérieuses blessures ont malheureusement mis fin à ses ambitions sportives, mais il continuait à se définir fièrement comme un Mustang. En dehors du sport, Davion avait un plan clair et concret. Il était en train de postuler à des écoles de coiffure au moment de sa mort, avec le rêve d'ouvrir son propre salon un jour. Et puis il y avait aussi la musique. Dominique et Davion passaient ensemble dans le studio d'enregistrement de Dom, où Davion rappait. Son père adoptif, Scott, le décrit ainsi. Il était ami avec tout le monde à l'école, il n'appartenait à aucune clique. Il donnait autant d'amour que possible à chacun, les laissait vraiment être entendus, se sentir vus et remarqués. Scott insiste sur le fait que Davion prenait toujours le temps pour les gens qui comptaient pour lui et voulait que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas ses amis, se sentent inclus, voulus, appréciés. Quelques heures seulement avant le crash, Davion envoie un message à son père « Love you, Dad ». C'est le dernier message que Scott a reçu de son fils. Le soir du 30 juillet, Davion a fait un choix de dernière minute. Il a décidé de partir avec Dominique et Mackenzie plutôt que de rentrer chez lui avec un autre ami. Davion n'avait rien à voir avec le conflit entre Mackenzie et Dominique. Il n'était pas dans la trajectoire de destruction de Mackenzie, il était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Dominique Rousseau, aussi appelé Dom, est né en septembre 2001 à Strongsville, Ohio. Il a grandi avec ses parents Christine et Frank et ses 6 frères et sœurs, Angelo, Christopher, Nicole, Christine, Michael et Frank. Une famille nombreuse, soudée, ancrée dans la ville. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'amoureux, intelligent et tourné vers l'avenir, avec un esprit d'entrepreneur déjà bien affirmé dès son jeune âge. À 20 ans, Dominique avait déjà plusieurs projets en route en parallèle. Il vivait dans une maison adjacente à celle de ses parents, qui était équipée d'un studio d'enregistrement. Il avait lancé sa propre marque de vêtements et s'intéressait aux investissements. Bitcoin, actions en course, il était également passionné de musique et de basketball. Sa sœur Christine le résume en quelques mots simples mais qui disent tout. Il était loyal, attentionné, drôle et sportif. Il était bon. Elle ajoute « C'est amer doux parce que le monde entier sait maintenant qui était mon frère. Des milliards de personnes le savent. Et je pense qu'il ne mérite rien de moins. Pareil pour Davion. » Dominique rencontre Mackenzie au lycée alors qu'il a environ 16 ans et elle 13. Ils sortent ensemble pendant 4 ans. À partir de 2021, Mackenzie s'installe quasiment chez lui, chez ses parents. Une relation longue, intense et selon tous les témoignages extérieurs, de plus en plus toxique du côté de Mackenzie.
Mackenzie grandit elle aussi à Strongsville, en Ohio, dans une famille en apparence ordinaire. Son père Steve est enseignant en art dans une école catholique, sa mère Nathalie est très présente. D'apparence, c'est une famille soudée. Au lycée de Strongsville, Mackenzie se construit une image soigneusement entretenue. Son compte TikTok réunit plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Des marques lui envoient des produits en échange de reviews et des agences de mannequinat la suivent. Elle vit sa vie comme un contenu, vêtements, sorties, lifestyle, vlogs, snap. Son amie Rosie Graham la décrit comme passionnée par le fait d'être influenceuse. Elle venait en cours avec un sac à main plutôt qu'un sac d'école, ce que je trouvais vraiment cute. Derrière cette façade, un tableau très différent émerge au procès et dans les témoignages. Plusieurs camarades de classe indiquent que Mackenzie se prenait pour Regina George et qu'elle était réellement une mean girl. Davian Flanagan, la sœur de Davion, qui fréquentait le même établissement, témoigne. Elle dégageait ce personnage, cette façade d'être au-dessus de tout le monde et meilleure que tout le monde. Les gens s'écartaient d'elle parce qu'elle devenait très agressive, pouvait harceler les gens et dire du mal d'eux. Une ancienne amie, Rachel Anderson, va plus loin. Mackenzie voulait les likes, elle voulait les followers, elle voulait être au sommet. Mackenzie obtient ce qu'elle veut, Mackenzie n'est jamais punie, et maintenant elle est punie, et ni elle ni sa famille ne peuvent rien y faire. Sur son dossier scolaire, le procureur adjoint Tim Troop déclare dans le documentaire « Les dossiers scolaires montrent un incident après l'autre, irrespect envers les enseignants et les autres élèves. On se fait une image générale de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de supervision d'adultes. » Plusieurs témoignages venant directement d'élèves qui étaient dans le même établissement scolaire que Mackenzie affirment qu'elle était une harceleuse. Elle aurait même dit à une élève d'aller mettre fin à ses jours. Ces dossiers scolaires étaient littéralement remplis entièrement de mesures disciplinaires liées à l'harcèlement. Maintenant, je vais vous parler plus en profondeur du profil de Mackenzie, qui elle était vraiment, ses addictions, ses difficultés, etc. Au moment du crash, les analyses toxicologiques ont relevé la présence de THC dans le sang de Mackenzie. On sait pour certitude que les trois jeunes ont donc consommé du cannabis le soir de l'accident. Sur elle, la police a aussi retrouvé des champignons hallucinogènes, mais aussi une balance. Balance dont on reparlera d'ailleurs plus tard. Dans les SMS qui ont été échangés avec Dominique, on y retrouve des milliers de messages dans lesquels Mackenzie demande à Dominique de lui donner du cannabis. On sait donc aussi pour certitude que Mackenzie était dépendante au cannabis et qu'elle avait aussi des problèmes de santé liés à la consommation de tabac, puisqu'elle crachait même du sang. Mackenzie avait aussi une relation très compliquée avec son propre corps. Elle dit à des centaines de reprises qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle n'aime pas son corps, mais aussi qu'elle est très anxieuse et très dépressive. Ce qui est une certitude, c'est que Mackenzie souffrait réellement de problèmes psychologiques. Et ici, je ne parle pas de troubles, puisque je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, évidemment, donc je ne me permettrai pas de faire ces affirmations-là. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que bien avant le crash, elle avait déjà un comportement qui était impulsif et complètement dysrégulé. Mackenzie a quand même notamment écrit à Dominique des messages du type « Je vais tuer quelqu'un » ou « Je veux me cogner la tête contre le mur jusqu'à mourir ». Il y a aussi d'autres choses qui sont spéculées quant à l'état de santé mentale de Mackenzie Shirilla. Et là, je vais vous demander de prendre des pincettes, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Cependant, je pense qu'il est quand même important de prendre en compte ce que je vais dire. Il y a deux troubles particulièrement qui sont spéculés dans le cas de Mackenzie Shirilla, qui sont l'anorexie et le trouble de la personnalité limite, autrement appelé le trouble borderline. Ce qui va dans le sens du trouble borderline, c'est sa peur extrême de l'abandon, la dépendance affective dont elle fait preuve envers Dom, les ruptures cycliques, la rage incontrôlable, les menaces de mort envers elle, mais aussi envers les autres, l'impulsivité extrême, l'addiction, les comportements autodestructeurs, mais aussi son instabilité identitaire qu'on peut remarquer sur ses réseaux sociaux. Tout ça, ça fait beaucoup de traits qui ressemblent vraiment beaucoup au trouble borderline. Cependant, à l'heure actuelle, il me semble pas qu'on ait des preuves vis-à-vis de ça. En tout cas, ça n'a pas été rendu public. Et dans tous les cas, je tiens à préciser, en tant que personne atteinte moi-même de ce trouble, que de 1, ce n'est absolument pas une excuse, et de 2, ce n'est pas parce que nous sommes malades que nous ne sommes pas responsables de nos actes. Pour l'anorexie et les TCA de manière générale, ce qui fait planer le doute, c'est plutôt l'obsession qu'elle avait envers son corps et son image corporelle, celle qu'elle renvoyait aux autres. Et ça, c'est prouvé directement dans les messages qu'elle a échangés avec Dominique, mais aussi par sa présence sur les réseaux sociaux, notamment des TikTok. Donc voilà, ça c'est ce qui en était du profil de Mackenzie Shirilla. On va dès à présent passer directement aux messages que j'ai épluchés, et bien évidemment je vous mettrai les traductions à l'écran. Je vais aborder 11 thèmes différents que j'ai retrouvés dans les messages qui me paraissent absolument plus qu'utile. Et le premier thème qui va être abordé, c'est que Dom revendait très probablement de la drogue en ayant la complicité de Mackenzie, ou du moins Mackenzie le savait. Page 862, Dom dit à Mackenzie « Je vais partir vite fait pour vendre un sachet avec Martin ». En avril 2021, Dom dit à Mackenzie « Je peux aller vendre un sachet vite fait » et Mackenzie lui dit « Vas-y ». Et enfin en novembre 2020, Dom dit « Je devais vendre un truc puis un flic est arrivé alors je me suis barré ». Donc ça c'est pas une hypothèse ni une rumeur, c'est littéralement écrit noir sur blanc. C'est documenté plus de 3 fois dans les échanges qu'ils ont eus, probablement d'ailleurs beaucoup plus sur les 3 ans. J'ai pas pu éplucher absolument les 30 000 messages, mais ceux-là, c'est les 3 que j'ai trouvés, qui parlent tous les 3 de la même chose, et c'est quelque chose qui revient de manière assez consistante. Donc Dom revendait régulièrement, et Mackenzie le savait. Ce détail-là, il a littéralement jamais été abordé dans les médias. Je vois quelques personnes qui commencent à en parler sur TikTok,
mais j'en ai encore jamais vu vraiment quelqu'un en parler concrètement, parce que ça détruit un peu cette image de victime parfaite qu'on peut avoir de Dominique, même si évidemment ça ne justifie en rien ce qu'il s'est passé. Je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte et de casser un peu cette image du mec parfait, qui n'avait rien à se reprocher, et Mackenzie qui se considérait comme folle, alors que finalement, la relation était bien plus compliquée que ça. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on reparlerait de la balance. Effectivement, comme ce que je vous avais dit, sur le lieu du crash, dans le sac de Mackenzie, ils avaient retrouvé une balance. Si vous n'êtes pas très familier avec tout ça, en général, cette balance sert à pouvoir revendre des produits. Pourquoi est-ce qu'elle était sur Mackenzie? On ne sait pas. Soit pour leur consommation personnelle, soit parce que peut-être effectivement elle servait à revendre des substances. Là, ce n'est qu'hypothèse parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves par rapport à ça, encore une fois. Donc visiblement, Dom n'avait pas que pour business la crypto-monnaie ou la revente, ou en tout cas si, mais peut-être une revente un peu différente de ce qu'on pouvait penser jusqu'à maintenant. Ce qui expliquerait aussi d'ailleurs pourquoi Dom avait autant d'argent aussi jeune, même s'il avait quand même 3 ans de plus que Mackenzie. Il restait quand même très jeune et il semblait avoir beaucoup d'argent parce qu'il lui faisait beaucoup de cadeaux de luxe. Toujours en rapport avec tout ça, le thème numéro 2, Dom utilisait la drogue comme levier pour manipuler Mackenzie. Comme je vous le rappelle, Dom et Mackenzie se sont rencontrés à 13 et 16 ans. Pareil, c'est un détail que je ne vois pas assez mentionné à mon goût, parce qu'il y a quand même une claire différence de maturité entre 13 et 16 ans. Et il est fort probable que Dominique avait une espèce d'emprise sur Mackenzie, du moins au début de leur relation, si ce n'est durant toute la relation. En août 2021, Mackenzie dit à Dom « Comment tu peux me rendre accro à l'herbe et ensuite ne pas m'en donner quand j'en ai besoin ?» Elle dit aussi « Tu vas me le reprocher et t'en servir contre moi ou je dois trouver mon propre dealer ?» Dom lui répond « Je te donne de l'herbe gratuitement, ça ne veut pas dire que tu peux en fumer autant que tu veux. Kenzie, j'essaie de te dire de ne pas prendre de douille à 6h du mat et tu le fais tous les jours. » Visiblement, Dom était le fournisseur de Mackenzie depuis le début de leur relation, ce qui rejoint aussi le thème qu'on a abordé juste avant. Il lui donnait donc de l'herbe gratuitement, et lorsqu'ils se disputaient, il refusait de lui en fournir. Ce qu'on peut supposer donc, c'est que Dom a rendu Mackenzie dépendante, en le voulant ou non. Ce qui est sûr, par contre, ce qui n'est pas une supposition, c'est qu'il utilisait ça pour la contrôler. Le fait qu'elle commençait à fumer des bongs dès 6h du matin montre clairement qu'elle avait une addiction, et que Dom le savait, et continuait de fournir ce dont elle avait besoin pour satisfaire cette addiction. Donc le fait de couper totalement l'accès à cette addiction une fois qu'ils étaient en embrouille, c'est absolument une technique de manipulation et il n'y a pas à redire à propos de ça. Thème numéro 3, Dom était également violent. On a tendance à souvent sortir les messages de Mackenzie où elle dit des choses horribles, des insultes, etc. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans les milliers de messages que j'ai épluchés, Dom était aussi très violent. Page 598, Dom dit « Je n'ai jamais eu envie d'écraser la tête de quelqu'un jusqu'à ce qu'elle explose, puis de m'étrangler moi-même, mais maintenant si. Je te jure que si tu ne pars pas, je vais péter un câble. Tu vas me donner envie de tuer quelqu'un. Arrête de te plaindre bordel, t'as pas 5 ans, putain, tu sais qui est le patron? Moi. Alors fais ce que je te dis si tu veux être un patron. Mais putain, espèce de folle psychotique. Tu essaies de m'envoyer des messages pendant que je conduis, abruti. » Le récit médiatique a tendance à poser Dom seulement comme une victime, alors que, comme je l'ai dit précédemment, on voit bien que leur relation était bien plus compliquée que ça. Ces messages montrent clairement que lui aussi était violent et que ce n'était pas quelque chose qui était exclusif au comportement de Mackenzie. Le passage où il dit « Do what I fucking say » montre que c'est absolument pas de la maladresse et c'est complètement assumé de sa part. Il invalidait littéralement systématiquement Mackenzie, et ça c'est quelque chose qu'on le retrouve dans absolument les 30 000 pages. Et c'était clairement pas pour la protéger, on parle là de gaslighting. Même quand Mackenzie s'ouvrait à lui en lui disant qu'elle souffrait, qu'elle était très anxieuse, qu'elle était très dépressive, Dom lui disait de littéralement fermer sa gueule, de ne pas se plaindre, de faire comme lui, de l'écouter, et que tant qu'elle ferait ce que lui disait de faire, alors tout se passerait bien pour elle. Donc je trouve ça un petit peu hypocrite de la part des médias de placer Dom seulement comme une victime, alors qu'il suffit tout simplement de lire les messages pour se rendre compte que c'était pas le cas, surtout si on remet dans le contexte le fait qu'ils se sont rencontrés à leurs 13 et 16 ans. Et que les messages que je viens de vous lire, à ce moment-là, Mackenzie avait 15 ans et Dom en avait déjà 18. On parle donc littéralement d'une adolescente et d'un jeune adulte, dont la maturité est différente. Et tout ça, c'est des choses dont je n'entends littéralement jamais parler. Thème numéro 4, Dom admettait ses propres idéations et ses propres addictions. Page 1057, Mackenzie dit « Tu me dis tout le temps que tu vas te faire du mal ». Dom répond « Moi je fais ça différemment, toi tu dis « Si tu fais ça, je vais me suicider ». Page 1951, Dom dit « J'ai vaincu une addiction au moins 3 fois et le plus difficile avec mes addictions, c'est que je ne savais même pas que j'étais dépendant. J'ai été à la limite de la folie toute ma vie, je n'ai vraiment jamais été bien. On m'a déjà braqué des armes au visage et ça ne m'a même pas ébranlé. Honnêtement, je n'ai jamais été bien de toute ma vie et là, tu n'arranges vraiment pas les choses. » Dans ces passages-là, et d'autres passages évidemment, Dom reconnaît que ça lui arrive aussi de menacer Mackenzie de se faire du mal. Par contre, il le différencie du chantage conditionnel que fait Mackenzie envers Dom. Il admet avoir traversé 3 addictions, une instabilité mentale toute sa vie et une dissociation
complète face à la violence physique. Finalement, Dom paraît être quelqu'un d'aussi brisé, fragile, et c'est quelque chose, encore une fois, on ne perçoit jamais dans les médias. C'est clairement deux personnes qui avaient des troubles mentaux et qui étaient incapables de céder l'une et l'autre. Le thème numéro 5, c'est l'infidélité. Page 953, Mackenzie dit « À chaque fois qu'on fait une pause dans notre relation, il se passe quelque chose de mauvais. Je n'ai pas envie de me faire avoir encore une fois. Et quand on a pris une pause, je me suis fait tromper 2 fois avec mes meilleures amies, Jada et Audrey. » Donc là, on sait clairement que Dom a déjà trompé Mackenzie au moins 2 fois durant leur relation, et en plus avec ses meilleures amies, ce qui fait qu'elle perd non pas seulement un amour, mais aussi des amitiés qui lui étaient probablement très précieuses. Je dis encore une fois absolument pas ça pour justifier les actions de Mackenzie. Cependant, je remets les choses dans leur contexte parce que ça explique clairement le manque de confiance qu'elle avait en Dominique. Ça explique aussi la rage qu'elle pouvait avoir envers lui à certains moments, mais aussi le fait qu'elle était très contrôlante. Dominique était contrôlant à sa manière, Mackenzie l'était d'une autre manière. Mackenzie essayait littéralement tout le temps d'être avec Dominique, il ne le laissait absolument pas respirer, et c'est quelque chose qui revient beaucoup entre les deux. Je compte même plus les centaines d'embrouilles que j'ai lues dans lesquelles le sujet était justement le fait que Dominique demandait à avoir beaucoup plus de temps libre sans Mackenzie. Du coup, elle, dans sa tête, elle a pas appris que pause égale liberté ou simplement un break. Elle a appris que une pause, c'était un abandon et même peut-être un signe de trahison. Dans des centaines et des centaines de messages, Dom menace de quitter Mackenzie et il utilise ça de nouveau comme un espèce de levier pour la manipuler. C'est vraiment flagrant quand on lit les messages pour le coup. Il savait clairement qu'elle avait très peur de ça et qu'elle était extrêmement dépendante affective de lui et il jouait carrément de ça. Thème numéro 6, la santé mentale de Mackenzie, qui a été absolument complètement ignorée. Sur les 2000-3000 premières pages, Mackenzie dit « J'ai de l'anxiété depuis que j'ai environ 3 ans. Quand je suis en colère, j'ai juste envie de mourir. J'ai juste envie de me cogner la tête contre un mur jusqu'à en mourir. Si tu envoies un message à ma mère, je vais me suicider. Je ne veux pas utiliser des drogues pour essayer de me réparer et aller mieux. Je suis désolée que ma santé mentale t'énerve. Qu'est-ce que la thérapeute va faire? Je vais lui raconter les mêmes choses que je raconte à tout le monde. Je déteste vraiment le mot thérapeute. Mon anxiété est au plus bas quand je me sens belle ou quand j'ai une bonne apparence. » Ce que ça représente aussi, c'est que du coup, Mackenzie n'a absolument pas développé ses troubles pendant la relation avec Dom. Peut-être que cette relation les a amplifiés, mais en tout cas, elle a visiblement toujours été anxieuse. On voit donc une adolescente qui souffre absolument de manière chronique, qui refuse de l'aide et qui s'auto-médicamente elle-même avec de l'herbe. Concrètement, sa seule bouée de secours, c'est Dominique, surtout que dans les messages, il revient beaucoup de fois le fait qu'elle n'a pas d'amis puisqu'elle traîne littéralement tout le temps avec Dominique. Et Dom, lui, de son côté, lui disait clairement d'arrêter de se plaindre. Le fait qu'elle rajoute que son anxiété est au plus bas lorsqu'elle se trouve belle, ça entretient cette idée justement de possible TPL ou possible TCA/anorexie. Le thème numéro 7, ça va être la relation qu'avaient Dom et Mackenzie avec leurs parents respectifs. Pages 742 et 743, Dom dit « Je suis rentrée chez moi, ma mère est bourrée et je suis vraiment énervée, reste juste là-dedans. On est en train de faire une intervention familiale à propos de la drogue, donc c'est plus important. » Mackenzie dit à propos de sa mère « Elle se présente comme celle qui maintient la paix, mais c'est toujours elle qui déclenche les conflits. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide. » Dans les médias, notamment dans le documentaire Crash sur Netflix, les deux familles paraissent vraiment très stables. Les parents Shirila paraissent vraiment comme des parents exemplaires et très aimants. Christine Rousseau, elle, apparaît comme une mère dévastée qui veut justice pour son fils. Les messages révèlent par contre que Dom gérait une mère qui avait clairement des dépendances à l'alcool et une dynamique familiale visiblement assez compliquée pour qu'il y ait carrément une intervention pour drogue en famille vouée à, du coup, aider la famille, j'imagine. Mackenzie, elle décrit sa mère comme insupportable et provocatrice, malgré son image publique de femme pacificatrice. Deux adolescentes donc qui avaient tous deux des relations compliquées avec leur famille directe, dont la bouée de sauvetage était littéralement l'un et l'autre. Le thème numéro 8, c'est la conduite dangereuse, qui est un thème qui est beaucoup revenu dans leurs discussions, et ça bien avant le crash. Avant de vous lire les messages, il faut savoir qu'en 2020, Dom avait déjà eu un accident de voiture dont il parle à Mackenzie. Pas un accident grave, mais assez grave pour que la voiture de sa mère soit vachement endommagée. Suite à ça, Mackenzie lui demande malgré tout de venir la chercher en voiture, ce à quoi Dom lui répond qu'il n'a évidemment pas envie puisqu'il vient littéralement de subir un accident. Mackenzie insiste énormément pour qu'il vienne la chercher malgré tout, ce qui montre clairement que Mackenzie n'était absolument pas capable de prendre non pour une réponse. Page 1218, Dom dit « J'ai dû changer de voie et il y avait un feu rouge, ça aurait pu finir en gros accident. Maintenant, je conduis encore comme une merde. » Dans une autre conversation, Dom dit aussi « Je regarde les feux rouges en face à face et je les grille quand même bébé. » Ce qu'on en déduit donc, c'est que la conduite imprudente de Mackenzie n'était pas seulement, encore une fois, un problème de Mackenzie, puisque Dominique avoue lui-même qu'il a des problèmes à conduire. C'est un pattern qui était clairement normalisé entre les deux, et ni l'un ni l'autre n'avait l'air de trouver ça particulièrement choquant. Thème numéro 9, en avril 2022, Mackenzie accuse Dom de futurs abus. Là, on est donc seulement quelques mois avant le crash. Mackenzie dit « Même si tu n'es pas totalement narcissique, tu montres beaucoup de comportements qui ressemblent, et tu présentes de forts signes qui laissent penser à de futures violences psychologiques. J'ai plus de recul sur moi-même que toi, je vois tout, je sais tout. »
3 mois avant le crash, Mackenzie accuse donc Dom de comportement narcissique, ce qui ne disculpe absolument pas les actes de Mackenzie. Par contre, ce que ça laisse sous-entendre, c'est qu'elle avait conscience d'à quel point la relation était toxique et abusive, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et malgré tout, elle restait. Thème numéro 10, le rêve récurrent de Dom. Dans une conversation dans laquelle ils échangent à propos de leurs rêves étranges qu'ils ont faits, Mackenzie dit « Genre, toutes les 2 nuits, tu rêves que je me fais récupérer par un hélicoptère, c'est bizarre. » Dom rêvait donc régulièrement 3 ans avant le crash que Mackenzie se faisait emmener en hélicoptère. Ça, je l'ai juste relevé parce que je trouve ça quand même assez fou, finalement, que l'on croit ou non à tout ce qui est superstition, intuition, peu importe. Je trouve ça quand même très fou qu'il ait rêvé de ça à plusieurs reprises et que finalement c'est exactement ce qui s'est passé. Rien de très sérieux en soi, je trouvais ça juste fou de trouver ça dans les messages et de voir que si peu de gens en avaient parlé alors que c'est littéralement ce qui s'est passé. Thème numéro 11, il y avait un langage de haine absolument banalisé entre les deux. Dans le document de 31 697 pages, on y voit dit des milliers de fois le N-word. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement choquée parce que c'était vraiment quelque chose qui était absolument quotidien chez eux. C'est-à-dire que c'est un mot qu'ils utilisaient réellement dans leur manière d'échanger absolument quotidiennement. Il y a aussi le mot gay qu'ils utilisaient de manière absolument répétée. En argot américain, ça peut être traduit comme le P-word. En gros, c'est une manière négative de parler d'une action, de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai aussi vu énormément de remarques homophobes, des remarques grossophobes, des remarques racistes, que ce soit envers la communauté latino, noir, mais aussi asiatique. Et c'est quelque chose qui est systématique, et ça des deux côtés. Ça n'avait l'air de choquer ni Mackenzie, ni Dom. Au contraire, ils en rigolaient littéralement ouvertement. Et passer ça sous silence, clairement, ça montre une image incomplète de qui était réellement Mackenzie et Dom. Il y a eu des centaines de messages en plus que je ne peux pas inclure parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vous invite vraiment à aller retrouver directement le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous-même feuilleter à travers ces milliers de pages de messages. Il faut quand même parler un anglais assez courant parce qu'il y a beaucoup d'argot qui peuvent être compliqués à décrypter pour des personnes qui ne sont pas forcément bilingues. Également, je tiens à préciser que pour télécharger le document, il faut que vous ayez un VPN aux États-Unis. Vous pouvez passer par exemple par Windscribe, qui est une application gratuite pour avoir un VPN. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous êtes curieux comme moi, je vous invite vraiment à aller regarder ces documents-là. Ça vous permet vraiment de comprendre ce qu'a été le quotidien de Mackenzie et Dom et vraiment la relation abusive et l'emprise que et Dom et Mackenzie avaient l'un sur l'autre. Maintenant, retracer ce qui s'est passé exactement la nuit du meurtre en détail pour que vous puissiez avoir absolument tous les détails de cette affaire, même si vous en avez du coup déjà probablement entendu parler. Le 30 juillet au soir, Mackenzie, Dominic et Davion enchaînent les sorties. Vers 22h15, ils se rendent à une fête de fin d'études chez une amie de Mackenzie, Kelly Vraya. Ils y restent moins d'1 heure, puis filent chez un ami commun, Paul Burlengaus, à 23h, où ils écoutent de la musique et fument de l'herbe. Cette soirée, c'était une sorte de pyjama party très chill en petit comité. Ils s'endorment à moitié et restent là-bas jusqu'au petit matin, repartant à 5h30. À 5h34, une caméra de surveillance capte la Toyota Camry 2018 de Mackenzie tournant lentement à droite depuis Pearl Road vers Progress Drive. 1 minute plus tard, une deuxième caméra filme la voiture fonçant tout feu allumé à l'extrémité de Progress Drive, traversant le carrefour hanté avec Alameda Drive pour percuter de plein fouet le bâtiment Pleatco. Le coin de mur du brick frappant précisément le côté passager du véhicule. La voiture roulait à plus de 160 km/h au moment de l'impact. Dominic était assis du côté du passager droit et Davion était assis à l'arrière. Les secouristes arrivent 45 minutes après le crash. Rousseau et Flanagan sont déclarés morts sur place. Mackenzie est-elle inconsciente et elle doit être désincarcérée de l'épave. Chose importante à noter, son pied était encore appuyé sur l'accélérateur. Les policiers présents décrivent la scène à la caméra. La voiture a été coupée en deux et l'un d'eux dit que c'est le pire accident qu'il ait jamais vu de sa vie. Mackenzie est téléportée à l'hôpital où elle subit plusieurs opérations. Elle souffre de multiples fractures. Les témoins disent qu'elle était inconsolable en apprenant la mort de Dominic et Davion. Sur elle, la police retrouve des champignons, de la bœuf et une balance digitale. Depuis l'hôpital, Mackenzie poste, comme à son habitude, une tonne de TikTok. Elle gagne en popularité et il y a même des agences de mannequinat qui la contactent. À ce moment-là, Dominic et Mackenzie sortaient ensemble depuis 4 ans. Selon le frère de Dominic, Angelo, le couple faisait des breaks constamment et se remettait ensemble dans la foulée. Ils ont commencé à cohabiter ensemble en 2021, à peu près 6 mois avant le crash. Il est bon de noter aussi que la mère de Dominic, Christine, a reçu plusieurs signalements d'abus graves de la part de Mackenzie sur son fils Dominic. En juillet 2022, quelques semaines avant le crash, Dominic appelle sa mère extrêmement apeurée. Elle envoie un proche chercher Dom, proche qui affirme avoir entendu Mackenzie dire « Je vais foutre cette voiture dans le décor maintenant », tout en essayant de frapper Dominic. Une vidéo filmée ce même mois montre Mackenzie essayant de rentrer de force chez Dominic. Initialement, la police pensait peut-être à un accident tout simplement, mais un expert automobile a conclu que la voiture était en parfait état au moment du crash. Mackenzie affirme, elle, qu'elle ne se souvient de absolument rien. Les enquêteurs ont aussi traqué les données GPS du téléphone de Mackenzie et découvrent qu'elle s'est rendue dans cette même zone industrielle
3 jours avant le crash. La thèse retenue est donc celle d'un meurtre-suicide. Mackenzie avait terriblement peur que Dom la quitte de nouveau. Le 4 novembre 2022, après sa sortie de l'hôpital, Mackenzie est arrêtée et inculpée de 17 chefs d'accusation, dont 2 counts de meurtre aggravé et un chef de trafic de drogue. Le 14 août 2023, la juge Nancy Margaret Rousseau la déclare coupable de 12 chefs d'accusation, meurtre, coups et blessures graves, homicide aggravé par véhicule, possession de drogue et possession d'outils criminels. La juge déclare « Mackenzie seule a décidé d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Mackenzie seule a décidé de ce qui allait se passer. La mort était son objectif final et c'est elle qui a pris cette décision pour Dominic et Davion. » Le 21 août 2023, Mackenzie est condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, une pour chaque victime, à purger de façon concurrente. Elle sera éligible à la libération conditionnelle d'ici 15 ans. Son permis de conduire, lui, est révoqué à vie, évidemment. Son audience de libération conditionnelle est prévue d'ici 2038. Aujourd'hui, Mackenzie continue de clamer son innocence. On peut noter qu'il y a eu plusieurs incidents importants qui ont été notés dans son dossier à la prison dans laquelle elle se situe, notamment parce qu'elle aurait beaucoup de relations avec beaucoup de femmes de la prison, chose qui n'est pas permise dans cette prison. Chaque voiture moderne est équipée d'un Event Data Recorder. C'est l'équivalent d'une boîte noire d'avion. C'est ce dispositif qui a en grande partie fait condamner Mackenzie. Mark Sergent, expert en mécanique forensique certifié pour Fire and Explosions Consultants, a témoigné lors du procès sur son analyse de la Toyota Camry 2018 gravement endommagée et de son enregistreur de données. Le sergent Ryan Fox de l'unité de reconstitution d'accidents de la Highway Patrol de l'Ohio résume les données ainsi. La pédale d'accélérateur était complètement enfoncée jusqu'au fond dans les 5 secondes précédant le crash. La plupart des gens voudraient ralentir ou arrêter le véhicule pour éviter ce type d'impact. Dans ce cas, il n'y a eu absolument aucun freinage. Pour être plus précis, 5 secondes à fond sur l'accélérateur, 0 contact avec le frein, sur une route limitée à environ 55 km/h. Un expert de l'unité de reconstruction d'accidents a établi que le véhicule roulait à 97 miles par hour sur cette route à 35 miles par hour au moment où il a quitté la chaussée. On remarque aussi que Mackenzie, durant cet accident, était attachée. Mackenzie n'avait absolument pas l'habitude d'être attachée au volant et elle faisait globalement tout sauf conduire quand elle était au volant. 3 secondes exactement avant l'impact, les données enregistrent un petit virage à droite, puis un petit virage à gauche, suivi d'un virage significatif vers la droite. Au même moment, la boîte de vitesse est passée manuellement de drive à neutre, puis de nouveau en drive. La voiture percute le mur 1,1 seconde après à environ 98 miles par hour, soit environ 160 km/h. Ces mouvements erratiques, ils indiquent 2 potentielles hypothèses. La première thèse, c'est que les garçons auraient essayé de sauver leur propre vie en essayant peut-être d'attraper le volant à droite puis à gauche, qui expliquerait du coup les mouvements de droite à gauche erratiques. Ou alors, ça pourrait être tout simplement Mackenzie qui essayait d'orienter, on va dire, la trajectoire de la voiture de façon à percuter le mur du côté passager, c'est-à-dire du côté où était Dominic. Puisque, comme je le rappelle, Davion n'était pas censé être là ce soir-là et il a changé d'avis au dernier moment, lui qui était normalement censé rentrer avec un autre ami qui était présent à cette soirée. Au moment de l'arrivée des secours, Mackenzie est retrouvée inconsciente côté conducteur avec une pantoufle Prada coincée sur une pédale d'accélérateur. C'est immédiatement l'une des premières pistes envisagées et l'un des arguments de la défense. L'analyse forensique a cependant établi que la pantoufle s'était retrouvée bloquée sous l'effet de l'impact du crash et non qu'elle en était la cause. Elle n'a pas provoqué l'accélération, elle y a été projetée. La boîte noire n'a retrouvé absolument aucune trace de dysfonctionnement mécanique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'examen forensique a clairement indiqué que ni le freinage, ni les accélérateurs ne fonctionnaient pas bien. Au contraire, ils fonctionnaient absolument parfaitement. Les données de la boîte noire indiquent également que la pédale de gaz était maintenue à 100% d'intensité dans les 5 dernières secondes précédant le crash. Et surtout, la vidéo de surveillance de la voiture montre que Mackenzie savait exactement où est-ce qu'elle allait, les virages qu'elle prenait étaient contrôlés et il en a été déduit que ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui était en panique, sous emprise ou en train de faire un malaise comme elle a essayé de l'avancer de par sa maladie POTS. Le POTS, c'est un trouble du système nerveux et le symptôme principal, c'est que le cœur s'accélère quand on passe de position couchée à position debout. Il peut y avoir tous les symptômes un peu d'un malaise si on veut, des palpitations, des vertiges, des tremblements, un essoufflement, et du coup parfois des malaises et ou des syncopes. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de ce trouble, en particulier des jeunes femmes qui témoignent sur TikTok en expliquant qu'elles aussi ont POTS et que ça ne leur est jamais arrivé de, pendant qu'elles faisaient un malaise, réussir à maintenir leurs pieds ou leurs mains sur une quelconque surface dure, puisque si vous avez déjà fait un malaise, je pense que vous savez que tout simplement, en général, si on fait une syncope, on tombe juste littéralement par terre. Il est impossible donc de garder cette force, on va dire, surtout pour appuyer sur une pédale d'accélérateur à 100% pendant 5 secondes. Donc cette théorie est plus ou moins rejetée par tout le monde et pour des bonnes raisons finalement. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pour ce qui est de mon avis, je pense sincèrement qu'on parle malheureusement d'une relation qui était extrêmement abusive, extrêmement toxique et ce des 2 côtés. J'aime particulièrement pas le fait que Mackenzie est dépeinte seulement comme la folle meurtrière obsessionnelle du couple.
alors qu'on voit très clairement dans les messages et avec les preuves que je viens de vous apporter que Dom n'était pas seulement une victime, mais lui aussi a pu être quelqu'un d'abusif envers Mackenzie. Encore une fois, je remets absolument pas en question la culpabilité de Mackenzie, puisqu'il a été tranché qu'elle a été coupable, et si on demande mon avis personnel, je pense effectivement aussi qu'elle a été coupable. Je pense qu'on n'appuie pas sur une pédale à 100% en ligne droite sans savoir réellement ce qu'on fait. Ma théorie, c'est que ce soir-là, en repartant, il y a eu une embrouille entre Dominique et Mackenzie, et que malheureusement, il a dû lui dire quelque chose du style « t'es complètement folle », comme il le faisait absolument tout le temps dans les messages, et peut-être que ce soir-là, effectivement, elle a craqué et lui a dit un truc du style « ah ouais, je suis folle, bah tu vas voir ce que c'est vraiment la folie ». Je pense que malheureusement, cette relation ne pouvait que mal finir des deux côtés. Évidemment pas à ce point, on va dire, mais je pense qu'elle était évidemment vouée à l'échec et ils auraient dû se séparer bien avant qu'on en arrive là. J'espère avoir pu vous éclairer un peu plus sur toute cette affaire et avoir pu vous apporter des détails qui sont très souvent manquants dans les médias et ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut regarder. Je vais pas non plus parler du sujet en profondeur des parents de Mackenzie parce que c'est tout simplement honteux en fait la manière dont ils se présentent dans les médias. J'aurais aimé pouvoir plus parler de Davion. Malheureusement, il y a peu d'informations en plus que l'on connaît et c'est quelqu'un que j'aurais vraiment aimé beaucoup plus mettre en avant, comme le fait d'ailleurs la sœur de Dominique, qui quand elle parle de son frère ne parle jamais uniquement de son frère mais rajoute toujours Davion dans l'histoire. Malheureusement, Davion a été vraiment une victime collatérale de ce crime. Il a été embrigadé dans des histoires qui ne le regardaient pas. Et concrètement, il voulait juste rentrer et dormir chez lui. Enfin, c'est d'une tristesse absolue. J'espère que Mackenzie reçoit le traitement dont elle a besoin en prison quant à ses troubles mentaux, parce que je pense qu'il est absolument nécessaire qu'elle en reçoive. On entend très souvent que c'était juste une mean girl, qui était une mean girl juste pour être une mean girl, que c'était une bully, etc. Alors oui, c'est vrai, c'était une mean girl, c'était une bully, ça c'est des faits, c'est avéré. Par contre, c'était pas genre juste la jeune fille mean girl stable que l'on dépeint. Parce qu'on peut voir très clairement qu'elle avait vraiment des soucis de santé mentale. De toute façon, tu fais pas cracher deux personnes dans un mur comme ça sans avoir aucun souci, on va dire. Et puis voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est sûrement longue, mais malheureusement, je pouvais pas écourter plus que ça. J'ai vraiment essayé d'écourter déjà au maximum tout ce que je pouvais dire. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a des choses que je devrais peut-être changer. Votre avis aussi sur l'affaire, ça m'intéresserait de l'entendre. Je vous fais de gros bisous et je vous vois bientôt pour peut-être une prochaine histoire. Bisous.